Salut à tous, Jérôme pour WRFPV, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Au cœur du drone. Après la trilogie Comprendre les filtres, les PID et la black box, on va démarrer une nouvelle trilogie autour du tuning. On a déjà fait des tutos sur la chaîne à ce sujet, il reste d'ailleurs d'actualité et complémentaire à cette série, mais cette fois on aura une approche différente. Plus qu'un tuto au sens strict du terme, cette trilogie sera davantage un voyage au cœur du tuning, pendant lequel on va expérimenter, on va analyser, on essaiera de définir ce processus de manière objective et subjective, et surtout on se posera plein de questions. Pourquoi décider de faire un tune custom plutôt qu'utiliser un preset? Quels sont les prérequis pour réaliser un tune efficace? Comment réagir quand les choses se passent mal? Jusqu'où peut-on réduire les filtrages et augmenter les PID? Qu'est-ce qu'un tune parfait? Est-ce que ça existe? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment envie d'un tune qui soit techniquement parfait? Quels sont les leviers à notre disposition pour ajuster le feeling? On évoquera aussi le piège de nos habitudes dans l'appréhension du feeling, et on analysera le comportement d'un quad après lui avoir infligé différents dégâts pour voir comment il réagit et ce qu'il faut prévoir côté tune pour contrer ça. Bref, plein de sujets et d'expériences à mener. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va expliquer comment cette trilogie va s'organiser, on parlera des presets, de l'intérêt du tuning, des préparatifs et surtout, on montrera ce que ça donne quand rien ne se passe comme prévu. Alors des tutos sur le tuning, on en a déjà fait pas mal sur la chaîne et ils sont toujours d'actualité. Le tout premier au feeling avec les sliders, le second plus avancé avec la black box et plus récemment, c'était le premier épisode de cette série Au cœur du drone, l'épisode dédié au filtre où on avait cherché à optimiser le filtrage de la machine de Chris alias FlatFPV. Aujourd'hui, le but n'est évidemment pas de refaire la même chose, donc l'approche de ces trois nouveaux épisodes sera différente. Dans nos précédents tutos sur le tuning, tout se passait à peu près sans accroc, mais malheureusement dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Donc pour le premier épisode de cette nouvelle trilogie, du coup l'épisode que vous êtes en train de regarder, on va passer en revue une vraie session tuning où rien ne s'est passé comme prévu. Et vous verrez, c'est finalement au moins aussi intéressant que quand tout se passe bien. Dans l'épisode suivant, on va faire les foufous en poussant très haut le tune d'une machine saine pour voir jusqu'où on peut aller. Donc on va fortement réduire le filtrage, on va monter les PID et on verra comment ça se traduit au niveau de la black box, au niveau du feeling et au niveau de la chauffe moteur. On essaiera de mettre en avant quels paramètres ont le plus d'effet sur l'optimisation de la latence et du tracking. Bref, on va chercher à s'approcher du tune théoriquement parfait. Et dans le troisième épisode, on va retrouver un petit peu de sagesse et se rappeler que le tuning, ce n'est pas seulement une histoire de performance pure, mais aussi une histoire de compromis. Il faut savoir adapter le tune à nos besoins, à nos préférences et accepter que parfois, certaines optimisations n'en valent pas forcément la peine. Mais je vous rassure, on fera quand même quelques tests bien débiles. La première question, faut-il opter pour un preset ou pour un tune custom pour optimiser nos machines? Alors si vous êtes ici, vous avez probablement déjà la réponse, mais on va quand même passer rapidement en revue les avantages et les inconvénients des deux approches. Comme vous pouvez le voir ici dans l'onglet preset de Betaflight, Betaflight permet d'avoir des presets pour plein d'autres aspects, pour les LED, les VTX, les rates, l'OSD, bref, pour plein de choses. Donc aujourd'hui, nous, on va parler uniquement des presets qui concernent le tune, et c'est souvent ceux qu'on trouve ici, voilà, qui sont associés à tune. Donc le preset, à plus forte raison, s'il est intégré dans Betaflight ou sur un repo public qui vous a été partagé, va être très facile à appliquer. Il suffira seulement de quelques clics pour l'activer. Voilà, il suffit d'enregistrer et ça redémarre et c'est réglé. En général, un preset fera nettement mieux que le réglage stock de Betaflight, surtout s'il est optimisé pour votre frame. L'intérêt premier des presets est donc d'aider les pilotes débutants ou ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec le tuning de leur machine à obtenir un tune plus performant. Mais ça vient évidemment avec quelques inconvénients. Le premier, c'est qu'un preset ne sera jamais complètement optimisé pour votre machine. C'est bien le principe d'un preset. Il doit être suffisamment tolérant pour s'adapter à différents setups. Certains presets vont embarquer des réglages qui vont impacter le feeling que vous aurez en bout de stick. Donc ça va répondre aux attentes de certains pilotes, mais pas forcément à tous. Un preset peut aussi ne pas être supporté par votre machine, par exemple si les PID sont trop hauts, si le filtrage est insuffisant ou si la balance entre les P et les D est déséquilibrée. Et enfin, comme en général on applique les presets sans trop réfléchir, on ne sait pas du tout ce qu'ils font et du coup on est un petit peu moins en contrôle de la configuration de notre machine. Tuner soi-même sa machine répond donc à toutes ces problématiques. Vous comprenez ce que vous faites, vous adaptez le tune à vos besoins, à votre machine et à vos préférences en termes de tuning. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que de simplement appliquer un preset, mais en suivant quelques tutos, c'est loin d'être aussi compliqué qu'on ne le pense. Avec un petit peu d'expérience, il suffit de quelques minutes pour avoir un quad qui se comporte vraiment très bien. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que les presets c'est de la merde, ils ne sont pas optimaux pour votre machine, mais ils conviennent à énormément de pilotes qui ne veulent pas se casser la tête et fourniront souvent un rapport effort-résultat très satisfaisant.
Alors à quoi sert le tuning et qu'est-ce qu'un bon tune? Eh bien c'est une question qu'on se reposera au fil de ces 3 épisodes et on verra qu'il y a différentes façons d'y répondre. Pour le moment, on se contentera de dire qu'un bon tune fera en sorte que notre drone fasse correctement ce qu'on lui demande via nos sticks. Et on détaillera, puis on nuancera cette première définition dans les 2 prochaines vidéos. Avant de se lancer dans un tune, il vaut mieux s'assurer d'un certain nombre de points pour limiter les mauvaises surprises. Donc pour illustrer ça, et avant de lister toutes les vérifications à faire en détail, je vais vous raconter une session de tune avec un pote où tout s'est mal passé. Donc merci Mathieu, pas Motard Geek, mais un autre, d'avoir été mon cobaye involontaire. Le but était de faire le tune express d'un 5 pouces sur une base de frame Pirate Hook V2. Alors même si on n'a pas fait toutes les vérifications qu'on verra tout à l'heure, on avait quand même fait un minimum de contrôle, mais là pour l'instant on va se contenter d'évoquer uniquement les vérifications qui ont eu de l'importance. Quand on a vérifié la rigidité de son quad et notamment des bras sur la diagonale à la recherche d'un jeu, on s'est aperçu qu'il y avait une petite flexibilité anormale sur un des bras. Et en regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il y avait un bras qui était à moitié cassé, à moitié délaminé. Je vais vous montrer en gros plan ce que ça donnait en photo. Donc voilà, on l'avait pas vu du tout de base, mais on s'est aperçu en forçant que sur un axe, sur une diagonale, ça fléchissait plus. Et en regardant de près, on s'est aperçu qu'il y avait un bras, si on tirait dessus, mais en fait on voit qu'il est un peu fendu ici, il était complètement fendu là. Donc voilà, il était vraiment délaminé. Et est-ce qu'on le voit plus sur la deuxième photo? Voilà. Là, pareil, en mettant un peu de force dessus, on voit vraiment qu'il est délaminé là sur la longueur. Donc ça n'empêchait pas le quad de voler, mais à la torsion, on sentait qu'il y avait un peu plus d'amplitude, du coup on a remplacé le bras. Après un premier fail à cause d'une hélice qui était mal serrée, donc pensez à vérifier que vos hélices sont bien serrées, on a pu faire notre premier vol de test. Donc là le but c'était d'enregistrer une black box pour mesurer l'état de santé du build et identifier les potentiels pics de vibration anormaux. Donc pour ce genre de vol c'est toujours la même chose, on fait quelques rolls, quelques flips bien secs, on met 1 ou 2 fulls bien forts, on fait quelques manœuvres à propre wash, c'est l'affaire de 30 ou 40 secondes. Et on a une black box qui va pouvoir nous livrer suffisamment d'informations. En parlant de black box, on va y jeter un coup d'œil tout de suite. À cette étape-là, la seule chose qui nous intéresse, c'est de regarder la tête du signal gyro non filtré pour voir s'il y a des pics de bruit anormaux. Donc on commence par le roll ici. On va le mettre en grand. Et là, donc on voit que pour l'instant, il n'y a rien de choquant. Tout va bien sur le roll. On regarde le yaw. Sur le yaw, hop, s'il veut bien. C'est pareil, on a quelque chose de très normal. Mais par contre, si on jette un coup d'œil au pitch, sur le pitch, ça va pas du tout. Et là, on voit qu'on a vraiment un problème. Ce niveau de bruit dans les basses fréquences, et en particulier sur un seul axe, en général, ça nous fait tout de suite penser à un gyro défectueux. Pourtant, l'AFC était neuve, mais on est à l'abri de rien, peu importe l'électronique, et en particulier avec un MPU 6000 comme c'est le cas ici. Pour le moment, ça reste une hypothèse, et on va quand même chercher d'autres éventuelles causes à notre problème. En regardant la stack de plus près, on s'est aperçu que l'AFC n'était pas tout à fait parallèle aux ESC. Les vis d'un côté étaient beaucoup plus serrées, et du coup, les soft mount étaient vachement serrés d'un côté, et l'AFC était complètement en pente comme ça. Du coup, ça c'était un premier problème, mais en voulant corriger ça, en voulant desserrer les vis qui étaient trop serrées, on s'est aperçu qu'il y avait une des vis de l'autre côté qui était complètement dévissée. Du coup, ça rajoutait un petit peu de jeu sur tous les axes et donc notamment sur le pitch. Et enfin, en regardant de plus près le dessus de l'AFC, je vais vous mettre une photo. On s'est aperçu qu'on avait 2 fils signaux qui passaient pile poil au-dessus du gyro ici, du MPU 6000. Et ça, évidemment, c'est complètement interdit. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent pour faire tapoter les fils sur le gyro et ça génère un bruit pas possible. Donc ça aussi, c'était pas top. Donc on a corrigé tous ces petits problèmes et Mathieu a refait un vol similaire au premier. Alors à l'oreille, on entendait toujours les moteurs s'agiter un petit peu plus sur les mouvements secs, sur l'axe du pitch. Mais ça avait l'air quand même peut-être un petit peu mieux au niveau du feeling. Donc on va jeter un coup d'œil à la black box. Donc là, on est sur la première black box. Je vais faire glisser la black box qui correspond à ce nouveau vol avec les petits ajustements qu'on a fait au niveau de la stack et on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, comme vous avez pu le voir, c'est mieux. Bon, c'est un tout petit peu mieux, mais ça reste quand même vraiment pas brillant. Donc voilà, ça n'a pas réglé notre problème, ça l'a atténué, mais ça n'a pas réglé le problème qu'on a sur l'axe du pitch. Alors la piste de la stack était bonne et méritait d'être explorée. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc soit il y a un autre problème dans le build et on ne l'a pas vu, soit il s'agit vraiment d'un problème de gyro défectueux. Et dans ce cas précis, quand il y a un seul axe qui déconne, la meilleure solution pour savoir si ça vient du gyro ou pas, ça consiste à pivoter l'AFC de 90 degrés sur l'axe du yaw.
Comme ça, le pitch va devenir le roll et le roll va devenir le pitch. Et du coup, si le gyro est réellement défectueux sur un axe particulier, le fait de pivoter l'AFC, ça devrait transférer le problème sur l'autre axe. Donc nous, dans notre cas, le problème, il était là sur le pitch. En faisant tourner l'AFC à 90 degrés, le problème devrait se transférer sur le roll. Attention, juste avant de faire cette rotation de l'AFC, pensez bien à modifier l'orientation de l'AFC dans Betaflight avant de revisser l'AFC sur la stack, parce que du coup, le port USB, normalement il est sur le côté, accessible en temps normal, mais quand vous allez pivoter votre AFC à 90 degrés, a priori le port USB il sera soit orienté vers l'avant, soit vers l'arrière du quad. Du coup, il sera inaccessible. Et il faut aussi avoir suffisamment de longueur au niveau de la nappe entre l'AFC et les ESC pour pouvoir faire cette rotation. Nous, dans notre malheur, c'était bien le cas. On avait la longueur qu'il fallait pour faire l'expérience. Du coup, on a fait un troisième vol avec une nouvelle black box. Alors, rien qu'à l'oreille, déjà, sur le pitch, au niveau des arrêts nets, on entendait un son beaucoup plus propre, alors que maintenant, sur le roll, on entend un son qui est moins propre. Du coup, on va jeter un coup d'œil à cette nouvelle black box. Donc ça, c'était la black box précédente. Maintenant, avec la black box qui pivotait à 90 degrés, eh bien, notre pitch, donc on est bien sur le signal gyro du pitch, il est nickel. Et allons voir ce qui se passe sur le roll. Et là maintenant, c'est la catastrophe sur le roll. Donc notre problème ayant changé d'axe, la black box vient de nous confirmer, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agit bien d'un problème de gyro défectueux sur un axe. Je vous mettrai quand même en surimpression quelques secondes d'un des vols de Mathieu pour que vous puissiez voir le comportement du quad dans ces conditions. Au stick, lui, il sentait vraiment le problème. À l'oreille, on l'entendait. Mais dans les DVR, ça saute pas spécialement aux yeux. Mais je vous assure que le problème est bien là. Et de toute façon, on l'a bien vu à la black box. Dans ces conditions, il ne sert à rien de pousser plus loin le tune. On ne ferait que mettre en danger le matériel. La solution consiste à remplacer le gyro pour les plus bricoleurs et les mieux équipés d'entre nous. Soit, pour 99% des pilotes, de remplacer carrément l'AFC. Alors on peut déjà tirer quelques enseignements de cette expérience. Déjà, par défaut, Betaflight s'avère ultra tolérant. Là, on avait un quad qui volait quand même passablement correctement, il n'y avait rien de ouf, on ne pouvait pas monter le tune, etc. Mais comme vous avez pu le voir, ça volait quand même, alors qu'il y avait un bras qui était partiellement cassé, on avait une EFC qui était mal fixée, on avait des fils qui butaient contre le gyro, et on avait surtout un gyro défectueux sur un axe. Et donc malgré tout ça, le quad volait quand même. Donc Betaflight fait déjà un très bon boulot, et sa configuration de base est très tolérante. Le deuxième point, c'est que même avec une EFC neuve, or certes pas récente, mais qui sortait de la boîte, qui n'avait jamais été utilisée, on n'est pas à l'abri d'avoir un gyro défectueux. Là, dans notre cas, il s'agissait d'une Mamba F722 APP en MPU 6000. Alors pour le coup, cette EFC m'a posé de nombreux problèmes de gyro défectueux également. J'ai eu 3 FC de suite, la même, avec un gyro défectueux. Bon, c'est pas de bol. Objectivement, on est à l'abri chez aucun constructeur. J'en ai aussi fait les frais chez Foxeer. J'ai eu plusieurs gyros défectueux. À chaque fois, c'était des MPU 6000. Vous pouvez même se dire que vu que ce problème est vraiment récurrent avec ce modèle-là de gyro, le problème il doit quand même en bonne partie venir du MPU 6000. Alors on le répète assez souvent, mais ce ne sont pas des paroles en l'air. Pour tuner correctement une machine, elle doit être saine au départ. Si elle a un souci, il faut d'abord essayer de le régler. Et on va maintenant évoquer tous les différents contrôles et préparatifs à prévoir avant de se lancer. On va commencer par parler des logiciels. Alors ce n'est pas obligatoire, mais tant qu'à faire, autant mettre à jour tous les firmware pour profiter des dernières améliorations et des corrections de bugs. Si vous êtes un petit peu frileux à ce sujet, n'hésitez pas à laisser couler quelques semaines après la sortie de la dernière version d'un firmware avant de l'installer, histoire que les éventuels bugs majeurs aient été identifiés et corrigés. Tout d'abord concernant le lien radio, donc sur votre radio OpenTX ou HTX, le filtre ADC doit impérativement être désactivé. Alors ça c'est rappelé sur tous les écrans de Betaflight et sur plein de tutos de tuning. Cette fonctionnalité doit être désactivée soit au niveau système de la radio, soit au niveau du profil que vous êtes en train d'utiliser. Tant qu'à faire, évidemment, la radio doit être calibrée, les extrêmes des canaux bien positionnés autour de 1000 et 2000 avec un centre à 1500. Et au niveau de l'émetteur radio, la fréquence du packet rate doit être réglée à la valeur que vous allez réellement utiliser. Concernant les ESC, alors idéalement, assurez-vous qu'ils supportent le D-Shot bidirectionnel pour pouvoir activer le RPM filter sous Betaflight. Donc pas de souci à partir de la version 32.7 de BLI 32 ou de toutes les versions de M32. Si vous avez des ESC 8 bits sous BLIS, alors il faudra les flasher avec le firmware BlueJay pour pouvoir en profiter. On ne va pas aller plus loin sur la configuration des ESC, ça dépasse le cadre de ce tuto. En général, les réglages par défaut font l'affaire.
Faut juste retenir hein, qu'une PWM frequency fixe à 48 kHz, c'est souvent sûr et passe partout, mais vous pouvez aussi tenter une PWM frequency variable entre 24 et 48 kHz, ça peut être un compromis aussi très intéressant. Côté Betaflight, on remet tout en stock, alors vous pouvez essayer de réinitialiser le profil, hein. Le plus simple reste encore de flash LFC pour être sûr que tout est remis à zéro. Ensuite, au niveau des PID, on va mettre à zéro le Dmax pour avoir des dés qui seront fixes. On peut aussi désactiver le feed forward en le mettant à zéro, donc la réponse des sticks. Si vous voulez aller vite hein, sur le tuning, vous pouvez aussi tuner avec, hein, ça m'arrive de le faire pas mal de fois. C'est pas forcément gênant, hein, surtout si on n'utilise pas des valeurs de feed forward super élevées qui vont être au-delà de 150 par exemple. Évidemment, on sauvegarde ces modifications. Ensuite, on s'assure que notre quad supporte le D-Shot bidirectionnel et on vérifie qu'il est bien activé au niveau de l'onglet moteur. Donc ici, on coche le D-Shot bidirectionnel. Et on accepte hein, ce qu'il nous dit, ça va modifier les filtres, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a fait cette modif, c'est pareil, on sauvegarde et ça va redémarrer l'AFC. Une fois que le D-Shot bidirectionnel a été activé, on peut retourner à nouveau dans l'onglet des réglages de PID et on va maintenant s'intéresser à la valeur du ralenti dynamique. Cette valeur, elle va correspondre essentiellement à la taille et au pitch de vos hélices. Donc je vous mettrai un tableau en surimpression pour vous aider à faire votre choix. Moi, pour mes 5 pouces, en général, je le positionne à 30. Je trouve que c'est un bon compromis. On y reviendra plus tard dans les prochaines vidéos. Donc pour l'instant, vous pouvez enregistrer. Retenez simplement ici que le ralenti dynamique va remplacer le ralenti moteur qui se trouvait dans l'onglet des moteurs. Voilà, on ne le voit pas justement parce que j'ai le ralenti dynamique qui est à 30. Et si je le remets à 0, vous allez voir, quand ce ralenti dynamique est à 0, ça réactive le ralenti statique, voilà, le ralenti moteur tout court. Avant, je crois qu'il s'appelait D-Shot Idle ou ralenti D-Shot. Et voilà, quand on n'a pas de ralenti dynamique et qu'on n'a pas le D-Shot bidirectionnel pour pouvoir l'activer, on a ça par défaut. Nous, maintenant qu'on a activé le D-Shot bidirectionnel, on peut bien activer le ralenti dynamique. Donc je vais le refaire tout de suite pour ne pas oublier. On le remet à 30. On enregistre et on est repassé sur le ralenti dynamique et du coup dans les moteurs c'est la seule valeur de ralenti qui demeure. Ce ralenti correspond à la vitesse de rotation des moteurs quand les gaz sont à 0 et ça permet de maintenir une bonne stabilité du quad. Le problème de l'ancien ralenti, donc le D-Shot Idle ou maintenant juste un ralenti moteur, c'est qu'il n'est jamais respecté et au final on a un ralenti qui varie en permanence pendant le vol. Avec le Dynamic Idle, le firmware connaît la vitesse de rotation réelle des moteurs grâce au D-Shot bidirectionnel et il peut garantir que la vitesse du ralenti est en permanence respectée et ça du coup ça donne un comportement qui est plus consistant et plus prévisible à votre machine. Ensuite on va se rendre à nouveau dans l'onglet preset pour appliquer le preset du lien radio qui correspond à notre lien radio. Moi dans mon cas c'est du Express LRS 500 Hz. On sélectionne les options qui nous intéressent. Tac tac tac, single, je vais mettre all pack. On fait choisir, on enregistre, on redémarre. Ensuite, on fait un petit passage à nouveau dans l'onglet récepteur parce que le preset a la fâcheuse manie d'appliquer un RC Smoothing tout foireux. Ici avec une valeur de cutoff à 120, donc ça c'est pas top. Et je vous conseille de mettre plutôt une valeur entre 30 et 40. 30 c'est pas mal. Et on enregistre. Ensuite, on s'assure que notre black box est configurée pour une fréquence d'enregistrement à 2 kHz. Alors c'est important de prendre 2 kHz parce que ça va nous permettre de pouvoir voir les vibrations qui seront au-dessus de 500 Hz. Donc à 2 kHz, on arrive à détecter les vibrations jusqu'à 1 kHz, jusqu'à 1000 Hz. Là maintenant, sur les toutes dernières versions de Betaflight, par défaut, il inclut toutes les options, en particulier le gyro non filtré. Donc il n'y a plus rien de particulier à sélectionner au niveau du mode. Mais vous pouvez en sélectionner un si vous voulez. Moi maintenant j'ai pris l'habitude de sélectionner le mode debug FFT Frec, donc ça permet d'avoir des informations supplémentaires concernant le filtre notch dynamique, donc ça permet de voir comment il évolue d'une part, mais ça permet surtout de voir le signal gyro avant qu'il rentre dans le filtre notch dynamique et donc après qu'il soit passé dans les filtres RPM et les filtres LPF. Une fois qu'on a sélectionné ça, on fait sauvegarder et redémarrer.
Et on va retourner une dernière fois dans l'onglet de la black box et on va s'assurer qu'on a de la place, hein, sinon on va rien pouvoir enregistrer. Donc si elle est remplie ou même si elle n'est pas remplie, n'hésitez pas à faire effacer la mémoire interne, vous dites oui, ça prend 20 secondes et au moins vous êtes sûr d'avoir de quoi enregistrer votre prochain vol. Une fois qu'on est paré côté logiciel, on passe au contrôle du matériel pour mettre toutes les chances de notre côté. On commence par vérifier le serrage de toutes les vis, les bras, le châssis, les moteurs, les hélices, la caméra, la stack, bref, passer tout en revue. Ensuite, on va s'assurer que tous les composants mobiles sont correctement fixés au châssis, en particulier les fils, donc avec des riselants par exemple. On va également s'assurer qu'aucun fil ne vient toucher le gyro, comme on l'a vu tout à l'heure. On va vérifier que la stack ne bouge pas et qu'elle est correctement soft mountée. Donc les vis doivent être légèrement serrées sans trop compresser les gummies. Et on vérifiera aussi que les bases de la stack, donc les vis qui sortent de la base de la stack, sont correctement verrouillées, soit par un écrou, soit par un press-nut, histoire qu'il ne puisse pas y avoir de débattement sur l'axe vertical. Ensuite, on s'assure évidemment qu'un condensateur est bien présent au plus proche des ESC. Un spike absorber, c'est un bonus, mais ce n'est pas obligatoire et ça ne devrait pas influencer votre tuning. On va également vérifier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la rigidité des bras. Donc pour ça, on va appliquer une tension dans la diagonale de chaque bras. Et s'il y a un côté qui est un peu plus flexible, c'est qu'on a un problème et on va regarder ça de plus près. On va aussi chercher des indicateurs de délamination ou de fissures au niveau du carbone. Typiquement, vérifiez bien que la bottom et la top plate n'ont pas des fissures qui peuvent aller d'une entretoise à l'autre par exemple. Évitez également les longues antennes de VTX qui vont beaucoup gigoter durant le vol. Donc prévoyez un support TPU suffisamment rigide qui va faire en sorte qu'elle tienne bien en place et qu'elle ne génère pas des vibrations pour rien. Si le quad embarque une action cam, pareil, le support de caméra doit être suffisamment rigide pour éviter de trop balloter. Et enfin, même s'il y a débat, moi je vous recommande d'utiliser des hélices neuves. Ça va vous éviter de partir dans des recherches de faux problèmes parce que vous avez simplement une pale qui est un peu tordue et que vous n'aviez pas vu et qui vous pourrit votre phase de tuning. Une fois que tout est d'équerre, on peut faire un premier vol de quelques dizaines de secondes histoire de valider l'état de santé de notre machine. Alors, je vous mettrai peut-être en surimpression un vol de tuning très rapide d'une trentaine de secondes histoire d'être un petit peu plus concret, mais le principe c'est toujours le même. On va faire 2-3 rolls et 2-3 flips très rapides et très secs. On va faire au moins un full gaz de 1 ou 2 secondes et on enchaîne ensuite avec quelques split S, histoire de générer un petit peu de prop wash. C'est l'affaire de 30 à 40 secondes et ça nous fournira suffisamment d'informations. Et c'est là que seule la black box sera capable de vous apporter une réponse claire et précise. Pour chaque axe, on va utiliser l'analyseur de données pour visualiser la répartition des vibrations sur le signal gyro non filtré. On vous remettra un lien vers notre tuto complet sur la black box, soit par ici au-dessus et en dessous dans la description de la vidéo et sur l'article du blog. Vous retrouverez également un lien vers notre espace de travail, donc notre workspace, qui est déjà préchargé, où vous retrouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire vos analyses sans vous prendre la tête. Donc on va sélectionner le premier espace de travail et ensuite on va cliquer sur le signal gyro non filtré pour afficher l'analyseur de données. Alors, sur le roll d'abord, on va le mettre en grand. Donc si votre quad est à peu près sain, normalement vous devriez avoir un premier pic de bruit normal et dégressif entre 0 et 50 Hz à peu près. Voilà, là on est à 50 Hz. J'appuie sur Shift pour afficher là-haut les fréquences en même temps que je déplace ma souris. Donc là normalement on va dire sur les premiers 50 Hz à peu près, vous devriez avoir un pic, c'est les mouvements normaux du quad et c'est dégressif jusqu'à tomber quasiment à 0. Ensuite entre 50 et on va dire 120, 130, idéalement 150 Hz. Le niveau de bruit devrait être sensiblement égal à 0, devrait y en avoir très peu. Ça c'est vraiment la zone critique où il faut vraiment avoir quelque chose de très clean. Et au-delà des 130, 140, 150 Hz, là vous allez potentiellement retrouver quelques bruits, notamment entre 200 et 250 Hz, et peut-être un peu plus tard. Ça va dépendre des frames, ça va dépendre de votre matos, c'est pas très grave et ça reste relativement facile à filtrer. Alors, on va passer en revue le signal non filtré sur tous les axes. Donc voilà, on voit que ça reste à peu près clean dans ces eaux là, on n'a pas de pic énorme sur la première partie du signal.
Sur le yo, c'est pareil. Ensuite, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil à la tête du signal après filtrage pour vérifier déjà si le filtrage par défaut est suffisant pour avoir un signal clean. Donc au lieu de sélectionner Unfiltered Gyro, vous allez sélectionner Gyro tout court. Donc là on voit sur le roll c'est bien nettoyé. Sur le pitch c'est pareil. Et sur le yo c'est pareil, c'est relativement bien nettoyé. Donc voilà, on a fini nos contrôles. Là, encore une fois, hein, pour l'exemple, j'ai pris un quad avec des vis complètement éclatées. C'était pour vous montrer un exemple avec un peu plus de bruit, mais un quad qui reste malgré tout plutôt sain. Si ces quelques vérifs sont OK, c'est bon pour vous, vous êtes prêt à tuner votre machine. Si ce n'est pas le cas, et si notamment vous avez du bruit entre ici 50 et 150 Hz, mais vraiment un petit pic c'est pas grave, mais si vous avez vraiment des gros pics, c'est qu'il y a un problème dans votre machine et il va falloir trouver la cause du problème avant de pouvoir continuer. Au risque d'être lourd, j'insiste encore un petit peu, mais vraiment la Blackbox c'est un outil surpuissant et je vous encourage à vous y intéresser. Surtout pour les contrôles de base, hein, comme on vient de le voir, il y a finalement très peu de choses à savoir. Alors, autant pour régler les PID au feeling, ça se fait relativement bien, autant pour le filtrage, vous ne ferez que des approximations pifométriques en vous basant sur le son et la chaleur des moteurs, mais personne n'est capable d'identifier un pic de vibration à 180 ou 450 Hz par exemple, en se basant uniquement sur le feeling. Donc voilà, optimiser le filtrage d'une machine sans Blackbox, ça revient à tuner à l'aveugle, on tâtonne, on surfiltre, alors qu'on pourrait avoir des réponses ultra précises en quelques secondes. Bon bah alors, désolé, hein, dans cette première vidéo de la trilogie tuning, on n'a pas fait de tuning, mais on a quand même expliqué l'intérêt d'un tune custom par rapport à des presets. C'était aussi l'occasion de mettre en avant l'importance de la préparation et rappeler que le concept de machine scène, c'est pas juste des paroles en l'air. Et je pense que c'était aussi intéressant de montrer que parfois les choses ne se passent pas comme prévu, mais c'est pas grave, faut juste être méthodique et chercher les causes du problème avant de reprendre le tune dans les bonnes conditions. Dans le prochain épisode, on partira à la chasse du tune parfait, du moins en théorie, et dans un troisième épisode, on reviendra vers la pratique en se posant les questions liées aux usages, aux habitudes et aux préférences de chacun. Et comme vous le verrez, c'est important de ne pas opposer la théorie à la pratique, les deux sont complémentaires. Ce n'est pas parce qu'un pilote est calé sur la théorie et la technique qu'il doit ignorer l'importance du feeling et même d'autres paramètres spécifiques à sa machine ou à sa pratique. Et bien sûr, inversement, ce n'est pas parce qu'un pilote expérimenté n'est pas à l'aise avec la théorie ou la Blackbox qu'il doit dénigrer son importance. Tout est complètement lié et c'est d'ailleurs le but de la série Au cœur du drone, vous donner les clés de cette compréhension. Comme toujours, si ça vous a plu, pensez à nous laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner en activant la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Ça nous fait toujours plaisir et ça entretient la motivation pour vous proposer du contenu de qualité. À la semaine prochaine, c'était Jérôme pour We Are FPV.